Les découvertes réalisées au cours des dernières décennies ont permis de créer le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette vision toujours plus technologique ne nous écarte-t-elle pas du vrai bonheur ? Cette course au contrôle et au plaisir ne cache-t-elle pas un manque de compréhension de notre véritable nature ? Nous sommes avant tout des êtres d'émotion et de conscience, en quête permanente de sens et d'harmonie. Mais ces besoins fondamentaux ne pourront être satisfaits qu'en empruntant de nouveaux chemins. Une voie qui nous permettra de révéler nos potentiels naturels et de les développer dans le sens de notre réalisation positive, en équilibre avec notre environnement. C'est à cette unique condition que nous accéderons à notre véritable santé, comme le démontrent désormais les neurosciences, l'épigénétique ou encore la biologie quantique. Nous sommes plus que jamais invités à évoluer afin de co-créer ce nouveau paradigme. Voilà, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien malgré la crise qu'on est en train de traverser tous et toutes. Et c'est un petit peu l'objectif de ce projet, le troisième paradigme de la conscience, c'est peut-être apporter une vision nouvelle, mais surtout des solutions pour voir la crise que l'on traverse différemment et surtout la transcender de la façon la plus positive possible. Alors, je lance ici la première capsule vidéo, 6 autres capsules interviendront également pour vraiment planter les balises le plus largement possible de toutes les solutions qui se présentent à nous. Alors il est vrai que traverser une crise n'est jamais quelque chose d'agréable. Qui plus est, nous sommes ici en face d'une crise qui nous touche au niveau mondial. Donc ça représente réellement en effet l'ampleur de la crise. Et au-delà d'avoir une ampleur mondiale, on peut se rendre compte que tous nos secteurs de vie sont absolument touchés. On a entendu, on a vu, nous avons vécu la crise sanitaire à partir de mars 2020, et puis en sont découlées une série de crises du secteur économique, du secteur environnemental, de l'enseignement, dans lequel il se passe des choses très graves aujourd'hui, de l'énergie, du système politique et même géopolitique, et enfin du système scientifique. Donc nous sommes vraiment en face d'une crise d'ampleur qui touche le monde entier, et finalement tous les secteurs de notre vie. Et on peut se dire, c'est que si l'humain arrive maintenant dans une situation de chaos telle que celle-là, c'est que nous manquons de connaissances pour pouvoir avoir une vie paisible, heureuse, en harmonie et surtout durable dans le temps. Sans quoi, ces crises n'existeraient absolument pas. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Et à partir du moment où nous manquons de connaissances, pour vivre avec des systèmes qui autorisent la pérennité, c'est que nous avons des manquements au niveau scientifique. C'est pour ça que j'ai parlé également de ce secteur-là qui est touché. Littéralement parlant, la science, c'est l'ensemble de connaissances. Alors, le système et le secteur scientifique est un secteur qui me concerne beaucoup parce que je suis issu de ce milieu. J'ai un master en électricité et j'ai une carrière dans l'industrie lourde d'une 15aine d'années dans laquelle je me suis finalement très vite fatigué des techniques de l'ingénieur, donc ce que je vais moi qualifier de technique de l'inerte, du non-vivant. Tout ce qui est technique de l'ingénieur fait partie d'un ensemble de sciences dures, de sciences de l'inerte. Et au final, dans ma carrière, cette science de la technique m'a de moins en moins intéressé, au travers de passions qui sont nées dans ma vie il y a 17 ans de cela, et aussi au travers d'une carrière où plus en plus j'ai délaissé les projets techniques pour me tourner vers le people management, comme ça se dit, et donc vers des places de management. J'ai retrouvé beaucoup plus d'intérêt finalement et de sens à ma vie à partir du moment où j'ai délaissé l'inerte pour m'intéresser à ce qui n'est pas inerte et donc tout ce qui est vivant sur Terre. Il y a 17 ans de ça, comme je vous le disais, j'ai commencé un parcours où je me suis intéressé à la santé de l'humain. La santé physique, bien entendu, mais notre santé dépend énormément de notre plan émotionnel.
Et notre plan émotionnel dépend énormément des situations de vie que nous traversons, et donc des crises. Et c'est pour ça qu'à partir de 2016, réellement, j'avais déjà un parcours de quelques années dans la recherche de solutions pour améliorer notre santé. Et à partir de 2016, je me suis réellement focusé sur la recherche de compréhension, d'interprétation et de solutions pour transcender nos crises. Les crises que l'on vivait dans un premier temps à titre purement individuel, les crises que traversent les entreprises, et puis avec la crise de 2020, je me suis dit, mais tiens, est-ce que tout ce que j'ai développé pour transcender les crises, est-ce que ça a une application à l'échelle mondiale de notre société? Et la réponse est oui. Et donc je vais me permettre de faire un petit résumé, on va revenir sur la crise. La crise que nous vivons aujourd'hui est une crise humaine. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une crise? On donne souvent une connotation très négative au terme de crise, et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Si je devais résumer mes recherches sur la crise, je dirais 3 choses. La première chose qu'il faut accepter, c'est qu'une crise est un phénomène naturel. Je reviendrai sur des exemples. Donc, pas question de coupable ou quoi que ce soit. Acceptons, ayons l'humilité de dire qu'une crise est un phénomène purement naturel. La deuxième chose, le deuxième point fondamental de toute crise, c'est qu'avant la crise, la situation n'était pas durable dans le temps et qu'elle n'était pas agréable non plus. Alors le terme agréable, je le mets quand même entre guillemets, on va le redéfinir plus hautement dans quelques instants. La troisième chose, c'est que transcender, c'est pour ça que je parlais, on ne traverse pas une crise, on transcende une crise. Une crise est toujours une opportunité. Une opportunité à quoi? D'être dans un système qui sera plus durable et surtout qui sera plus agréable. D'accord? Plus agréable, plus en accord avec ce que l'on peut vivre de mieux dans notre vie. C'est toujours une porte ouverte vers notre épanouissement, et l'épanouissement est le sommet de notre santé. Alors, si on accepte ces 3 piliers, et je reviendrai dessus, si on accepte ces 3 piliers, je vais reprendre une expression de Mark Leugs, que je remercie au passage pour l'échange qu'on a eu il y a quelques années déjà. Il a toujours tendance à dire « cool, cool ». Alors, vous allez me dire, très difficile en face d'une crise pareille d'être cool, mais je pense en effet que la position, la posture que l'on peut prendre, cool, ça ne veut pas dire non, la crise n'existe pas, elle va se résoudre tout seul, mais cool, de venir dire, ok, c'est un phénomène naturel, la situation d'avant n'était pas durable, n'était pas non plus agréable, et donc j'ai là une opportunité de trouver un nouveau niveau d'épanouissement. Je pense que ça, c'est la meilleure position que nous puissions prendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans notre vie de tous les jours. D'accord? Ce n'est pas du déni, c'est simplement se dire, ok, c'est un phénomène naturel, il y a une opportunité, il y aura du travail, mais je vais vers un mieux. Je peux aller vers un mieux. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire d'intégrer. On va prendre 2 exemples de crises que nous vivons. Ce sont des crises humaines. Eh bien, nous, tous et toutes, nous avons connu notre première crise humaine au moment de notre naissance. La naissance, tout le monde s'accordera à dire que c'est un phénomène naturel. Avant la naissance, la situation n'était pas durable. Et elle n'était pas agréable non plus. Alors les gens vont me dire, mais si, on était bien au chaud, hein, on était nourris, pas de problème. Alors c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que j'allais compléter un petit peu cette notion d'agréable, et je vais parler d'un terme qui est vraiment important, c'est le terme d'autonomie. À partir du moment où on accepte que notre vie n'est qu'une succession d'étapes pour nous apprendre ce qu'est l'autonomie, nous permettre d'atteindre l'autonomie, on se rend compte qu'avant la naissance, la situation n'était pas durable et que notre autonomie était manquante. Et donc on vit une crise humaine, une crise de vie qui nous conduit à la vie sur Terre, où là finalement la situation sera plus durable et surtout nous allons découvrir la vie qui nous attend. Ça, c'est la toute première crise humaine que nous traversons. Nous avons encore une deuxième crise qui apparaît dans notre vie, que tout le monde connaît également, tout le monde dira en effet que c'est une crise naturelle, ça s'appelle tout simplement l'adolescence. À l'adolescence, on passe du stade enfant, qui n'était pas durable,
qui n'était pas le summum de notre autonomie. Et on traverse une crise qui est désagréable et qui est une opportunité justement à aller vers plus d'autonomie et à vivre notre vraie vie. C'est comme ça que l'adolescent peut, à ce moment-là, apprendre, être diplômé, avoir un métier. Ça passe par la crise inévitable de l'adolescence. Malheureusement, dans les crises humaines, notre connaissance de la science humaine limite notre parcours humain à ces deux crises. Et je dis souvent que nous avons au minimum 50 ans de retard dans notre connaissance de l'humain. Et dans quelques décennies, je suis persuadé qu'il y a une troisième crise qui va paraître aussi élémentaire que les deux premières que nous venons de citer. C'est ce que Carl Jung appelait l'individuation. L'individuation, c'est vraiment une crise que l'humain vit parce que sa situation d'avant n'était pas durable, parce qu'il n'avait pas atteint le sommet de son autonomie, et donc on vit une crise d'individuation, pour atteindre, si on la transcende, une vie beaucoup plus épanouissante. D'accord ? Et donc voilà, c'est un schéma, ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui touche absolument tous les secteurs, est simplement une crise méconnue des sciences humaines, mais qui s'appelle tout simplement une crise d'individuation. Et maintenant, on pourrait se poser la question, de quoi avons-nous réellement besoin pour traverser au mieux notre crise d'adolescence, qui est une crise d'individuation, que nous passons aujourd'hui ? Remettons-nous dans le cadre de l'adolescent qui vit sa première crise et son unique crise d'adolescence. Bien, c'est le rôle du parent, c'est le rôle également du corps enseignant éventuellement. De lui donner quoi ? Comment peut-on aider un adolescent qui traverse sa crise d'adolescence ? Je vais dire, il y a deux choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et surtout d'avoir des parents ou un corps enseignant ou un cadre familial qui sert de tuteur, mais de tuteur positif. Tuteur positif pour aller vers quoi ? Pour aller, comme je le disais dans le schéma très simple en 3 points que je faisais de la crise, pour aller vers davantage d'autonomie. Et donc, dans notre crise de conscience actuelle, nous avons simplement besoin de tuteurs qui nous permettent d'aller vers plus d'autonomie. Et donc, nous, en tant qu'adultes citoyens, on peut se dire qui seraient nos tuteurs ? C'est notre gouvernement. Et on peut se poser la question réellement, est-ce que nos gouvernements nous poussent vers un maximum d'autonomie ou plutôt vers la dépendance ? Et ça, c'est un vrai débat de société, réellement. Un bon tuteur vous guidera toujours vers l'autonomie. Et l'opposé de l'autonomie, c'est la dépendance. D'accord ? Alors finalement, cette crise d'individuation, qu'est-elle réellement ? Qu'est-ce qu'elle nous invite à faire ? Eh bien, tout simplement, j'ai été rechercher une citation d'Aristote que je trouve merveilleuse pour nous faire comprendre à tous et à toutes, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme crise. Et Aristote dit très justement, là où mes talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve notre vocation. Et je trouve ça très juste comme citation par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, dans le sens où les talents. Alors, qu'est-ce qu'un talent ? Un talent n'est pas toujours talent. J'ai beaucoup développé, j'en reparlerai dans une autre vidéo, de la notion de potentiel. Et nous avons tous des potentiels. On entend parler d'ailleurs de haut potentiel. Bien, à partir du moment où on sait décoder nos potentiels et les utiliser à vraiment à un grade de qualité, donc quelque chose qui est positif, non pas pour servir mes envies, mais pour servir les besoins, c'est très différent comme notion, envie et besoin, pour servir les besoins du monde. Donc, on est encore dans un monde qui est très individualiste. Et donc, si j'ai une qualité, je vais avoir tendance à nourrir mes envies avec mes qualités. Mais la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est simplement une invitation à utiliser nos potentiels de la meilleure façon possible, donc nos talents, pour les mettre au service des besoins du monde. C'est-à-dire, je vais rentrer à ce moment-là dans ma vocation, et la vocation, elle a le gros avantage de me satisfaire, de m'apporter énormément, et en plus d'apporter également au monde dans un environnement plus ou moins large. Notre crise se résume simplement à ça. Voilà, maintenant il ne faut certainement pas tomber
dans le travers d'une vision utopiste de la crise. La crise va être très difficile, la crise va faire des drames, elle a déjà fait des drames, et donc, au-delà de la vision épanouissante que je vous présentais, il y a aussi tout un tas d'étapes de conscience que nous allons devoir franchir pour transcender cette crise. Et donc, pour mieux comprendre les phénomènes qui vont rentrer en jeu dans ces différentes étapes, j'ai établi un modèle que j'appelle la vallée de la conscience, que j'ai établi sur base de 3 piliers que j'estime fondamentaux dans la gestion des crises et des deuils. Le premier, certains le connaissent, c'est ce qu'on appelle la courbe de deuil, qui est un outil d'analyse transactionnelle. Le deuxième, ce sont les travaux de David Hawkins, qui est un psychiatre qui a travaillé avec des prix Nobel en psychiatrie. Et enfin, j'ai croisé également mon modèle de niveau de conscience, le modèle AMC, que j'appelle le modèle de la conscience triunique. Et sur base de ces 3 modèles, j'ai rétabli le modèle de la vallée de la conscience, que vous allez voir se tracer, dont le profil va se tracer ici à l'écran. Alors, il faut savoir que la vallée de la conscience est à traverser pour chaque crise différente. Donc ici, on va vraiment se mettre dans le contexte de la crise mondiale que nous sommes en train de vivre. La première étape, quand la crise arrive, c'est le déni. Je l'ai représenté par un point rouge, parce que c'est un point qui nous paraît confortable, mais qui est très dommageable dans le temps, étant donné que la crise étant un phénomène naturel, la crise viendra frapper à notre porte tôt ou tard, malheureusement. Ça, il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Ensuite, on va retrouver différents états de conscience. Et c'est vrai qu'au plus la crise va être visible, et au plus on va sortir de cette zone de confort qui est représentée par le déni, pour atteindre un certain seuil de tristesse. La tristesse est normale étant donné qu'on perd une situation qui, par le passé, pouvait nous satisfaire. Donc il est vrai que dès qu'on sort de cette zone de déni, dès qu'on sort de cette zone de confort, la première étape qu'on va traverser, ce sera une étape de tristesse, qui va faire en général qu'on va très vite revenir dans sa zone de déni. Puis, les éléments de la crise avançant, il y a une autre étape fondamentale dans la vallée de la conscience, c'est l'état de peur. Et la peur est un état dans lequel on reste rarement. Les spécialistes disent même qu'il y a 3 réactions primaires à la peur. C'est soit la fuite, ici parfois dans le contexte de cette crise qui nous touche, très difficile de pouvoir trouver une position de fuite. Il y a des gens qui ont pensé changer de pays ou quoi que ce soit, et finalement, la crise étant mondiale, on n'a plus de fuite possible. La deuxième réaction primaire, ce sera la soumission. On peut se soumettre à ce qui se passe et attendre que ça se passe, même si on en est conscient et qu'on n'est plus dans le déni à ce moment-là. La troisième réaction, c'est une réaction de colère. Et la réaction de colère, c'est le point inférieur de la courbe de la vallée de la conscience, étant donné que la colère est certainement l'état de conscience le plus destructeur. La colère peut être retournée sur soi-même, elle peut être retournée sur autrui par le verbe assassin, par des actes physiques. Et donc là, on se retrouve vraiment au point le plus bas de la vallée de la conscience, le point le plus destructeur. Ensuite, David Hawkins parle également d'un autre état de conscience qu'il appelle l'orgueil. Alors j'ai décidé de maintenir le terme orgueil, et on pourrait se poser la question, tiens, qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? Je définirais simplement par un état d'une personne qui est consciente des crises, de la crise, mais qui finalement tire relativement bien son épingle du jeu par le gain d'un statut, d'une reconnaissance sociale, d'un salaire intéressant. D'accord ? Ces personnes-là, en général, vivent bien dans ce système de crise parce qu'ils en tirent simplement des intérêts strictement personnels. D'accord ? Ensuite, nous avons un autre état, l'état de courage, qui est supérieur à l'état d'orgueil. Et cet état-là, il est vraiment important parce que l'état de courage arrive à un point. Je vais d'ailleurs tracer une droite horizontale qui est le seuil de neutralité pour David Hawkins. Donc,
l'état de courage est un état supérieur à l'état d'orgueil, et il définit par son niveau de conscience le seuil de neutralité. David Hawkins veut dire par là, à juste titre, que tous les états qui se retrouvent sous ce seuil de neutralité, ce sont des états qui vont nous pomper, qui vont nous désorienter et qui vont nous nuire, qui vont nuire aux vivants de manière générale. Et donc, pour avoir un équilibre, donc ne plus se nuire, ne plus nuire à autrui, il faut arriver au niveau de courage. Tous les états précédant cet état de courage, ce sont des états qui vont déstabiliser notre santé, nos relations et même peut-être au-delà. Et donc c'est un point très important parce que finalement, quand j'ai parlé des états qui sont très habituels dans nos sociétés, la tristesse, la peur, la colère, le déni, ce sont des états de conscience qui sont tout à fait connus. L'orgueil tel qu'il a été défini, on connaît tous des gens qui, dans ce système de crise, en tirent encore leur épingle du jeu, mais la grosse particularité de tous les niveaux de conscience qui sont en dessous de ce seuil de neutralité, c'est que l'individu pense majoritairement à satisfaire ses propres besoins. On est là dans une zone relativement individualiste et personnelle. À partir du courage, là on est dans une autre étape. Le courage, si vous voulez, je vais le définir très simplement au droit de ce qui a été dit en amont dans cette capsule vidéo. L'état de courage, c'est un petit peu le cool dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis conscient qu'il y a une crise. Je pourrais tomber dans des états qui vont me nuire, des états de tristesse, des états de colère, des états de peur également. Mais cool, j'ai confiance au fait, comme je vous disais, que c'est un système qui est naturel, qui me dit simplement que la situation d'avant n'était pas durable, que je n'avais pas mon autonomie, et je vais apprendre à trouver ma vraie autonomie, mon véritable épanouissement. Et donc c'est un point, c'est vraiment celui que je conseille. S'il y a un point à retenir de cette capsule vidéo, c'est de grâce, ne tombez pas dans les états de conscience inférieurs. Des solutions, il y en a. Je vais encore rééditer 6 vidéos avec vraiment des outils de plus en plus concrets. De plus, je proposerai d'autres choses que ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc, parfois se dire, ok, j'ai bien intégré ce qu'était la crise que je vis, que nous vivons actuellement, et ok, cool, je ne tombe certainement plus dans les états de colère, de tristesse et de peur. Et j'ouvre les yeux, cette crise est là, et cette crise peut être une opportunité à partir du moment où je rentre dans ma zone de courage, et à partir du moment où je décide, et ça c'est le tronçon ascendant, de me réaliser. Me réaliser, c'est trouver ma vocation. Me réaliser, c'est trouver les potentiels que j'ai de manière innée et de les développer pour les mettre non plus au service de mes envies, mais au service des besoins individuels que je peux avoir, mais aussi de la collectivité. C'est accessible, je vous garantis, à chacun. Mais ça passe par un état de courage, de recherche de ses potentiels, de développement de ses potentiels pour les mettre au service d'autrui. Et je voudrais, parce qu'il y a un événement qui est arrivé ici dans les médias au moment où je préparais cette première vidéo, c'est le cas de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il travaillait, donc il a 75 ans, il travaillait pour Google et il est le parrain de l'intelligence artificielle. Et ici, il vient de prendre la décision de démissionner de Google pour simplement avoir la liberté d'expression parce qu'il estime que sa création, il est le parrain en tout cas, que sa création peut poser de graves problèmes éthiques pour le citoyen, pour demain. Et donc, lui, il était très certainement dans l'état de conscience d'orgueil, et puis il a pris conscience du danger que représentait le développement technologique qu'il avait permis, auquel il avait donné quelque part naissance, et il s'est mis certainement dans une zone de courage. Et il s'est posé la question, mais qui suis-je moi? La zone de courage répond toujours à la question, qui suis-je? Et donc là, il a eu une prise de conscience majeure, il est certainement repassé par les états de colère, de tristesse ou de peur. Et il a pris son courage.
Il a dit non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller à l'encontre de l'éthique humaine, de l'évolution de l'humain, de l'épanouissement de l'humain. Et il a pris la décision de poser un acte. Il y a toujours, hein. Là, c'est pour ça le modèle AMC dont je vous parlais, c'est je prends conscience, je suis motivé et je pose une action. Il a pris conscience des dangers, il a été motivé en bravant ses peurs, ses craintes et ses colères, de prendre une action définitive, de rompre son contrat avec Google et de témoigner. Eh bien voilà l'exemple type de quelqu'un qui a franchi le seuil de neutralité et qui s'est réalisé. D'accord? C'est accessible à chacun et j'écrivais dans mon livre également, vous savez, à partir du moment où notre but est réellement de donner de l'amour et de jouer un rôle d'utilité sociale, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, au cours des prochaines vidéos, on va parler du deuxième paradigme de la conscience, donc celui qui entretenait essentiellement les valeurs qui étaient en dessous du seuil de neutralité. On va voir des outils pour nous permettre de développer le troisième paradigme de la conscience, c'est-à-dire, tiens, une quête de soi-même et un développement de soi-même, et nous verrons aussi d'autres moyens qui nous permettront de mieux comprendre les émotions qui nous génèrent les niveaux de conscience les plus faibles et comment les transcender. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu apaisé, peut-être éclairé un petit peu le champ de ce que nous étions en train de traverser et surtout ce vers quoi la vie nous tendait à aller. Je peux me permettre de vous donner peut-être 2 conseils. Si elle vous a intéressé, cette vidéo, relisez-la, réécoutez-la à tête reposée dans quelques jours. On dit toujours que quand on a vu un film une deuxième fois, on a perçu des détails que nous n'avions pas perçus la première fois. Donc ça, c'est peut-être un conseil que je vais me permettre de vous donner. Et puis, si ça vous a plu, partagez. Prenez soin de vous, croyez en vous, réalisez-vous. À bientôt.